Bonjour à tous. L'association Le Rosier Blanc, aujourd'hui, continue sa chaîne de reportages suite à celui du Dr Perrine Ornou avec le dispositif Anisco et le Dr Pankowski, spécialisé en gynécologie également. Aujourd'hui, nous continuons cette chaîne avec la spécialité de la cardiologie. Vous êtes habitués, le Rosier Blanc est structuré en 3 parties. La première partie, ce sont des temps de répit et de repos. Ces temps permettent aux personnes isolées, aux personnes atteintes de maladies orphelines avec leurs proches de pouvoir bénéficier d'animation, de pouvoir se retrouver, verbaliser, souffler. Et pendant ces temps de répit et repos, nous récupérons toutes les questions médicales et aujourd'hui, elles concernent la cardiologie. Je vous présente Dr Dulac. Docteur, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous trouver aujourd'hui à l'hôpital Pierre-Paul Riquet. Nous sommes très heureux de pouvoir vous poser ces questions que les adhérents nous ont proposées. Je vous propose, s'il vous plaît, de vous présenter. Alors Yves Dulac, je suis pédiatre d'abord, ça c'est un fait important, et je suis cardiologue pédiatre, c'est-à-dire que je m'occupe des pathologies cardiaques congénitales ou acquises ou associées à des pathologies génétiques chez l'enfant. Voilà, j'ai commencé dans mon cursus quand je suis arrivé il y a presque 40 ans sur le site de Purpan comme interne. Il n'y avait pas de cardiologue pédiatre dans les services de pédiatrie. Et donc, je trouvais que c'était quand même vraiment dommage, à la fois pour le dépistage et le suivi des patients avec cardiopathie congénitale, qui sont souvent des maladies rares, mais aussi pour toutes les pathologies pédiatriques qui ont des conséquences cardiologiques ou qui sont associées à des pathologies cardiaques. Et donc, j'ai eu dans ce parcours l'occasion de m'occuper de pathologies rares strictement cardiologiques ou plus globalement associées à des pathologies génétiques, notamment avec une atteinte cardiologique congénitale ou progressive au cours de la vie. Très bien. Merci, docteur. Nous allons commencer les questions, si vous êtes prêts. Le défi de l'errance médicale, docteur. Quels sont les symptômes ou diagnostics erronés les plus fréquents que vous voyez chez les patients qui souffrent en réalité d'une maladie cardiaque rare? Et quels sont ces syndromes? Puisque vous avez dit tout à l'heure, j'ai rencontré quelques syndromes maladies rares ou maladies rares pour lesquelles vous travaillez le plus ou que vous rencontrez le plus. Alors, c'est vrai que la difficulté, finalement, pour les pathologies cardiaques, notamment rares, ou qui s'expriment par une pathologie cardiaque, c'est que les symptômes ne sont pas des symptômes très spécifiques. C'est des symptômes qui sont fréquents dans la population générale, notamment chez l'enfant. Par exemple, un enfant qui fait un malaise, qui fait une syncope, ou un enfant qui est essoufflé à l'effort, peut tout à fait, on peut considérer que c'est parce qu'il fait un malaise vagal, parce que c'est la cause la plus fréquente et que c'est notamment à l'adolescence très fréquent. L'essoufflement, on a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont essoufflés, y compris à l'adolescence, tout simplement parce qu'ils ne font pas assez de sport. Ils sont déconditionnés à l'effort et donc ils sont essoufflés. La fatigue, c'est un petit peu la même chose. Donc vous voyez que c'est des signes qui ne sont pas spécifiques, mais qui peuvent être, dans certains cas, révélateurs d'une pathologie cardiaque. Par exemple, on découvre des patients avec une hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie rare. Hein. Je suis 10-15 patients actuellement, et je suis tous les patients qui ont cette pathologie rare dans la région. Et ben, ils se révèlent par un essoufflement à l'effort ou des syncopes à l'effort. Et souvent, le diagnostic est fait au bout de quelques mois, quelques années. Il est fait parfois un petit peu tardivement. De la même façon, on a des troubles du rythme rares qui peuvent être aussi révélés par des syncopes à l'effort et qui, quand on va les explorer sur le plan génétique, permettent de découvrir des mutations qui sont connues mais qui ne sont pas fréquentes, où on a
quelques patients, quelques dizaines de patients seulement dans la région. D'accord. Pourriez-vous nous donner un message d'espoir aux patients qui viennent de recevoir un diagnostic de maladie orpheline cardiaque aujourd'hui par rapport à la situation d'il y a 10 ans? Alors, c'est sûr que on fait sur ces pathologies-là de multiples progrès. On fait des progrès dans le dépistage, puisque aujourd'hui, quand on recherche des pathologies génétiques, on a des panels où on fait des exomes ou des génomes, où on peut analyser l'ensemble des gènes qui permettent plus facilement et plus rapidement de mettre en évidence une mutation génétique. Donc ça, c'est Et une fois qu'on a fait un diagnostic génétique, souvent, en fait, la prise en charge a été mieux codifiée. On a par exemple au niveau national des protocoles nationaux de soins, des PNDS, qui permettent de flécher un petit peu, d'orienter la prise en charge globale et donc la surveillance et les traitements, ou en tout cas les précautions qu'il faut prendre. Et on sait qu'on aura, et ça s'accélère beaucoup, de plus en plus, la possibilité d'avoir des diagnostics très précoces, y compris néonataux, de beaucoup de pathologies rares, et donc une prise en charge nettement plus précoce pour ces pathologies, et on l'espère d'avoir des traitements innovants qui peuvent être mis en place dans certains cas, pas dans tous les cas aujourd'hui, mais donc il y a quand même beaucoup d'espoir, puisque on s'occupe actuellement de pathologies dont il y a 20 ans, 30 ans, l'espérance de vie était quand même très limitée, et qui aujourd'hui arrive à une espérance de vie qui est proche d'un adulte qui n'a pas de pathologie. Quel conseil donnez-vous aux patients qui deviennent de véritables experts de leur maladie quand ils arrivent aux urgences? Alors, c'est sûr que pour nous, c'est important que les patients, en particulier à partir de l'adolescence et à l'âge adulte, connaissent bien leur affection, connaissent les symptômes d'alerte, sachent expliquer leur maladie, parce que parfois, et sachent aller au bon endroit aussi, parce que, évidemment, les pathologies rares en général ne sont pas connues, et ça c'est normal, hein, par tous les médecins. Il y a 7000 maladies rares, donc tous les médecins, notamment aux urgences, ne connaissent pas ces affections. Et donc c'est effectivement important que le patient connaisse son affection, qu'on connaisse les symptômes, connaisse les spécialistes et les traitements éventuels pour finalement aider le praticien qui va le prendre en charge à ne pas perdre de temps, avoir les bons réflexes et s'orienter vers les bonnes personnes. Absolument. 7000 maladies rares et il en naissent encore chaque jour de nouvelles. Alors effectivement, probablement, il y en a un certain nombre qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifié et qui ne sont pas dans cette catégorie maladies rares, parce que aujourd'hui, elles n'ont pas été... on n'a pas de cohorte, en fait, on n'a pas un nombre de patients suffisant qui ont les mêmes symptômes pour dire ça, c'est une maladie X ou Y. C'était la question d'un journaliste qui m'avait posé sur un plateau, donc je vous remercie d'y répondre. Pourquoi est-il crucial qu'un cardiologue travaille avec d'autres spécialistes, les neurologues, les néphrologues, etc., dans le cadre des maladies rares systémiques? Alors, il y a plusieurs intérêts. Enfin, moi, si je suis pédiatre, c'est pour ça que j'ai dit en introduction que j'étais d'abord pédiatre avant d'être cardiopédiatre, c'est que je considère qu'il faut travailler en multidisciplinaire. Ce n'est pas juste un organe ou avec des techniques d'échographie, de cathétérisme, on fait des diagnostics et on trouve des solutions. C'est la prise en charge globale d'un enfant. Bon, quand on parle par exemple des cardiopathies congénitales, on sait aujourd'hui traiter, contrairement à beaucoup de maladies rares, en fait, les cardiopathies congénitales, dans la majorité des cas, on a des solutions thérapeutiques qui marchent très bien avec des très bons résultats. Mais par exemple, on sait quand même que dans un certain nombre de cas, les patients vont avoir des difficultés de neurodéveloppement ou de santé mentale quand ils vont vieillir, hein, quand ils vont prendre de l'âge, ou simplement
quand ils ont 6-7 ans, qu'ils commencent à aller à l'école ou plus tard à l'adolescence. Et ça, on a besoin de l'aide de collègues, notamment neuropédiatres ou psychologues ou psychiatres, pour nous aider à prendre en charge ces enfants. Ensuite, il y a un certain nombre de pathologies rares qui ont une expression qui peut être cardiologique, mais qui peut être neurologique, qui peut être pneumologique. Par exemple, on parle des myopathies. Moi, la première fois que je me suis intéressé à des maladies rares, j'étais au conseil scientifique de l'AFM, pour la prise en charge des myopathies. Et les pathologies neuromusculaires, les myopathies, notamment la myopathie de Duchenne, on a commencé à s'en occuper avec des protocoles pour montrer que, en les surveillant régulièrement sur le plan cardiologique, en mettant des traitements spécifiques préventifs alors qu'ils n'avaient pas de symptômes, on permettait aux patients d'arriver dans de meilleures conditions à l'adolescence et donc de pouvoir être opérés d'une scoliose, et puis après donc d'avoir une espérance d'arriver à l'âge adulte finalement dans les meilleures conditions que ce qu'on avait au préalable. Donc c'est vraiment une collaboration. Il y a un groupe cœur de l'AFM où on travaille sur l'atteinte cardiaque des maladies neuromusculaires. Dans l'ensemble des pathologies, c'est un peu le cas. Dans le syndrome de Marfan, dont on reparlera, on sait que la prise en charge cardiologique d'une pathologie qui ne s'exprime pas que sur le plan cardiologique va permettre d'améliorer beaucoup le pronostic de ces patients et aussi leur qualité de vie. Merci, c'est plus que nécessaire. Vous avez parlé de santé mentale. Je vais rebondir sur cette dimension. Comment la cardiologie moderne intègre-t-elle l'impact psychologique de vivre avec cette épée de Damoclès et les risques de mort subite ou de décompensation? Pouvez-vous nous donner un petit peu le chapitre du sport, le sport adapté? Alors effectivement, c'est un problème notamment pour les enfants, les adolescents qui ont ce type de pathologies rares et qui savent qu'il y a des risques aigus ou plus chroniques, notamment pour la pratique du sport. Donc ça se traite comment? Bon, comme pour toute pathologie génétique ou toute pathologie rare, notamment à expression cardiologique et qui sont à risque, on a besoin de professionnels, notamment de psychologues, qui accompagnent les patients. Ça, c'est un fait, parce que c'est pas très bon de vivre avec une angoisse chronique qui paralyse un petit peu dans ce type de situation. Et on essaie de faire en sorte que ces jeunes patients vivent le plus normalement possible, c'est-à-dire puissent faire du sport dans le cadre scolaire et extrascolaire. Aujourd'hui, il est exceptionnel qu'on interdise formellement la pratique du sport chez les enfants, ce qui n'était pas le cas avant. On est parfois obligé de dispenser les jeunes de sport pour différentes raisons, mais paradoxalement, parfois, on leur permet d'être dans des clubs en dehors de l'école. Bon. Donc on essaie, et de plus en plus, et on a des protocoles de recherche qui l'ont démontré, l'activité physique et sportive est nécessaire pour améliorer la qualité de vie des patients sans risque supplémentaire. Et donc pour ça, on s'appuie aujourd'hui sur des professionnels, donc des éducateurs en activité physique, donc des APA, qui sont présents maintenant. C'est un nouveau métier à l'hôpital qui, il y a quelques années, on ne connaissait pas cette profession, mais aujourd'hui, ils sont vraiment intégrés dans les services, dans les centres experts à l'hôpital, pour accompagner les patients et les jeunes patients et pour les guider dans ce qui est possible pour eux de faire et de ne pas faire. Voilà. Donc ça c'est vraiment une dimension qui est nouvelle et qui part de la recherche clinique et sur l'objectif d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors, on améliore la qualité de vie des patients. Vous dites à quelle fréquence vous conseillez à ces jeunes? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure hors antenne. Comment vous conseillez les mesures d'entraînement et de reprise de sport? Alors, il y a la recherche clinique, hein, donc, qui a été faite avec des protocoles qui sont parfois pas très ludiques. Et donc on ne peut pas intégrer de dire à des jeunes, comme on l'a fait dans le syndrome de Marfan,
ben voilà, pendant 6 mois, tu fais 2 fois 40 minutes de bicyclette ergométrique, et après on évalue l'amélioration de tes performances. Aujourd'hui, les règles qui sont valables pour tous les jeunes doivent s'appliquer aussi aux jeunes avec maladies rares et maladies chroniques, c'est-à-dire que tous les jeunes devraient faire 1 heure d'activité physique. Donc, activité physique, ce n'est pas forcément sport en club, hein, encadré, d'activité physique ou de sport, 1 heure par jour d'activité modérée à soutenue. Voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver, éventuellement avec des professionnels comme des APA, quel type d'activité finalement est possible sans prise de risque. Ce qui est souvent le possible, c'est les sports d'endurance, donc des sports où finalement l'activité reste modérée, ou certaines activités finalement où il n'y a pas de gros stress, parce qu'effectivement la compétition, ça peut être contre-indiqué parce que le sport est trop intense, mais aussi parce qu'il y a la notion de stress autour de l'activité physique. Donc ça reste, ces règles doivent être valables aussi pour toutes les maladies chroniques et rares, d'avoir 1 heure d'activité physique et sportive par jour, et on est souvent loin du compte. Ouais, voilà. Quelles sont les avancées les plus prometteuses en matière de thérapie génique ou de médicaments orphelins pour que le cœur actuellement en fasse d'essais cliniques? Alors, il y a effectivement aujourd'hui quand même relativement peu de traitements, en tout cas en âge pédiatrique. Il y en a à l'âge adulte en termes de thérapie génique qui permettent finalement de traiter spécifiquement ces pathologies rares cardiologiques. Mais il y a des traitements orphelins. Alors orphelins, ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas forcément dans des essais cliniques parce qu'il n'y a pas assez de patients. Et pour tester finalement des nouvelles molécules, il faut quand même avoir un nombre de patients suffisant au niveau national ou international. Donc par exemple dans l'hypertension artérielle pulmonaire, je m'en occupe depuis plus de 20 ans. Il y a 25 ans, on n'avait pas de traitement spécifique ou alors c'était que des traitements injectables, très difficiles à utiliser. Et depuis 25 ans, il y a des études cliniques avec des molécules qui sont utilisées chez l'adulte pour les utiliser en âge pédiatrique. Et on a gagné beaucoup en espérance de vie chez ces patients qui arrivent maintenant à l'âge adulte. Bon, mais ça, on peut faire des essais cliniques au niveau international. Moi, j'ai inclus 1 ou 2 patients chaque fois, donc c'est très peu de patients, mais à l'échelle mondiale, ça permet de valider des molécules qui ne permettent pas là de guérir, mais d'améliorer beaucoup le pronostic en espérant des traitements qui permettent de guérir un jour. Et puis, on a des traitements dans des pathologies très rares et dans des situations très rares aussi, qui permettent de vraiment changer les choses. Mais aujourd'hui, il y a trop peu de patients pour mener des études au niveau national. Donc, c'est des études faites chez quelques patients dont on a connaissance et qui permettent, dans certains cas, finalement de transformer une situation. Je pense à la myocardiopathie hypertrophique obstructive dans le syndrome de Noonan, où une équipe a rassemblé une trentaine de cas de patients chez qui on a utilisé des molécules qui ont vraiment transformé le pronostic. Ou dans le syndrome de Barth, par exemple, où on a utilisé récemment une molécule qui a été utilisée chez très peu de patients, mais qui a permis de passer un cap chez ces patients. Pas forcément, encore une fois, pour guérir le patient, mais le mettre dans des situations quand même bien meilleures, qui permettra éventuellement, par exemple, de faire une transplantation cardiaque un jour. Donc oui, il y a des nouvelles molécules, et donc c'est important d'avoir ces échanges avec les équipes qui ont pu traiter ces cas rares, en sachant que la pathologie est trop rare pour espérer, en tout cas aujourd'hui, de faire des études de recherche clinique internationale. C'est l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne? C'est tous les pays. Nous, on a des molécules qu'on a fait venir des États-Unis, d'un centre des États-Unis pour traiter un patient en France. Donc il y a toute une procédure quand même qui est contrôlée. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut passer par l'Agence nationale de santé et de médicaments, l'ANSM.
mais on peut arriver donc à proposer ce type de thérapeutique innovante. Merci pour cette réponse, docteur. Comment accompagnez-vous les jeunes adultes atteints d'une pathologie rare dans leur désir de parentalité afin de leur minimiser les risques de transmission? Alors bon, moi encore une fois, je suis pédiatre, hein, donc je n'accompagne pas spécialement les adultes, mais là c'est toujours par l'information, par l'éducation thérapeutique des patients, et donc par l'aide des généticiens, hein, les conseillers en génétique. On a aujourd'hui, avec la plateforme d'expertise maladies rares, tout un travail qui est fait avec la génétique et les conseillers en génétique pour finalement, qui vont être de plus en plus sollicités pour accompagner les parents, futurs parents, dans cette problématique qui est la transmission génétique d'une pathologie génétique rare, et pour pouvoir bien leur laisser le choix, la possibilité d'avoir les différentes alternatives possibles dans le désir d'avoir des enfants, et si possible des enfants sains, surtout dans des pathologies quand même génétiques qui sont potentiellement très, très à risque. Très bien. Le dépistage familial. Dès qu'une maladie rare est identifiée chez un patient, quel est le protocole de dépistage pour les apparentés, frères, sœurs, enfants? Là, c'est très variable en fonction de la pathologie aujourd'hui. C'est-à-dire que selon la pathologie, et là souvent c'est des règles qui sont plus proposées par les généticiens, dans certains cas, dans certaines pathologies génétiques rares, par exemple certains troubles du rythme sévères, à partir du moment où on a dépisté la mutation, il faut faire la recherche génétique dans toute la famille, enfin tous les apparentés au premier degré. Dans certains cas, on va plutôt attendre d'avoir soit des symptômes, soit d'avoir des signes sur l'électrocardiogramme ou sur l'échographie qui font dire qu'il y a ce risque potentiel. J'allais le dire, s'ils ne veulent pas, c'est ça. Voilà, et c'est avec l'accord évidemment avec l'accord des patients et de la famille. Et dans certains cas, aujourd'hui, on dit, voilà, il y a un antécédent d'une pathologie qu'on connaît bien, mais finalement, il n'y a pas nécessairement de bénéfice à la connaître dès la naissance. Et on va dire, par exemple, pour le syndrome de Marfan, à partir de 4-5 ans, on va voir l'enfant, on va faire les tests génétiques et on va suivre éventuellement l'enfant s'il a la mutation. Donc ça reste très variable et on ne peut pas généraliser les choses parce qu'il y a des pathologies pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de bénéfice de faire un dépistage dès la naissance et pour d'autres, au contraire, ça va être important de faire le diagnostic précocement. Donc il y a des pathologies qui sont de transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que le risque c'est 1 sur 2, donc le risque est important. Et pour d'autres, c'est plus rare, et donc c'est important finalement en fonction de la pathologie, en fonction de sa sévérité, même, c'est-à-dire que la sévérité, c'est-à-dire que le premier symptôme peut être grave. Et donc dans ce type de situation, effectivement, il faut avoir le diagnostic précocement pour prendre les mesures qu'il faut, y compris des thérapeutiques. Et dans d'autres pathologies, il n'y a pas de bénéfice spécifique, et donc on peut organiser des protocoles de dire, voilà, à partir de 4-5 ans, ou dans la recherche de myocardiopathie, tous les 5 ans, on va faire une échographie, ou dans l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a la mutation, mais l'échographie est normale, on n'a pas de symptômes. On va dire, tous les ans, il faudra faire une échographie de dépistage. Voilà. Donc c'est très variable. Ouais. D'accord, très bien. Merci pour toutes ces précisions. Signaux d'alerte. Existe-t-il des signaux, des symptômes cardiaques atypiques, au-delà de la palpitation et de l'essoufflement, évidemment, qui devraient pousser un patient à demander un avis au centre de référence? Alors, là, ça dépend un petit peu, encore une fois, de la situation. Ça, c'est le problème de savoir, dans l'errance diagnostique, finalement, on a parlé tout à l'heure de symptômes cardiologiques qui n'étaient pas spécifiques. On parle effectivement des palpitations, de la syncope, de la fatigue, de l'essoufflement. Après, on peut avoir effectivement des situations plus spécifiques. Alors rares, encore une fois, c'est quand même souvent des symptômes assez banaux. Il n'y a pas tellement
C'est vraiment la notion d'effort ou de stress, de symptômes n'importe lequel à l'effort ou au stress qui doit alerter sur les symptômes cardiologiques. Pour les autres, j'en ai pas en tête spécifiquement, hein, mais effectivement les palpitations, la tachycardie sont des symptômes à prendre en compte, notamment dans certaines situations de stress et d'effort. Mais par exemple, un symptôme qui survient en se baignant, la baignade, une noyade, ça peut être une imprudence, mais ça peut être un symptôme de cause cardiologique. Et donc ça ne doit pas être banalisé. On sait qu'on détecte des troubles du rythme héréditaires ou génétiques chez des patients qui se noient. Voilà, simplement le contact avec l'eau froide. Donc ça doit alerter. Merci docteur. Certains syndromes. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le syndrome de Brugada, le syndrome de Marfan, le syndrome de Barth et aussi une personne qui a demandé sur le syndrome de Smith-Magenis? Ça, c'est des syndromes très différents, qui s'expriment différemment. Le syndrome de Brugada, par exemple, en théorie, ce n'est pas une pathologie pédiatrique. Ça concerne plutôt l'adulte, parce que les événements surviennent plutôt chez l'adulte et qu'ensuite les spécialistes de ce type de syndrome sont plutôt des rythmologues, des cardiologues d'adultes. Voilà. Néanmoins, dans le syndrome de Brugada, c'est une pathologie génétique. Ça veut dire qu'on a des patients adultes qui sont concernés par cette pathologie, donc qui ont fait des malaises, des syncopes, qui ont des défibrillateurs et qui ont des enfants. Et donc on va chercher à détecter si il existe cette pathologie-là en âge pédiatrique, et donc on va surveiller ces enfants jusqu'à l'adolescence, ou à l'adolescence on peut faire des tests pharmacologiques pour détecter s'ils ont ou pas la pathologie. On ne trouve pas toujours une mutation, hein, c'est pour ça que c'est aussi la clinique qui va parler, et notamment l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme de base peut montrer dans le syndrome de Brugada un signe spécifique, mais parfois ne le montre pas et ne le montrera que dans certaines conditions, par exemple quand il y a de la fièvre ou en faisant des tests pharmacologiques. Mais les tests pharmacologiques, on les fait qu'à partir de l'âge de 15 ans. Et donc ça arrive en âge pédiatrique quand même qu'on ait un signe sur l'électrocardiogramme de Brugada spontané et qu'on décide de mettre un traitement préventif, qui est le Sérécor, la quinidine, pour prévenir les symptômes. Beaucoup plus rarement, parce qu'il y a eu des symptômes plus graves, on est amené à mettre des défibrillateurs. Alors, d'autres pathologies, syndrome de Marfan, ça je connais bien puisque je coordonne un centre de référence pour le syndrome de Marfan. C'est une pathologie rare, mais pas si rare, puisque nous, on a plus de 300 patients qui sont surveillés dans notre centre de référence. Donc c'est une pathologie alors Marfan, quand même, pour la petite histoire, c'était un pédiatre à la base, un pédiatre occitan, puisqu'il était de Castelnaudary, et ça a été un des maîtres de la pédiatrie moderne. Donc c'est pour faire le lien entre la pédiatrie et lui, ce qu'il a décrit, c'est des signes squelettiques, donc des signes l'arachnodactylie, la doligosténomégalie, d'avoir des os un peu longs, donc c'est des gens qui sont grands, qui sont hyper laxes, etc. Il y a des gens connus qui ont un syndrome de Marfan, et dont le risque cardiologique, c'est le risque de dilatation et de rupture de l'aorte, de dissection aortique. Et donc aujourd'hui, quand on fait le diagnostic, ça permet une prise en charge préventive où on met un traitement spécifique, les bêta-bloquants notamment, où on prend des précautions par rapport à l'activité physique et sportive, et on opère quand l'aorte est trop dilatée, et ça permet d'avoir une espérance de vie qui est proche de l'âge adulte. Donc aujourd'hui, on a vraiment fait beaucoup de progrès dans le suivi de ces patients qui permet de gagner en espérance de vie, et on en reparlera peut-être, aussi dans la prise en charge globale des patients pour qu'ils aient la meilleure qualité de vie possible. Syndrome de Smith-Magenis, alors je connais moins parce que je pense que c'est plus rare, qu'il y a moins d'expression cardiologique, mais il y en a quand même quelques-unes, ça fait partie des syndromes qui sont peut-être pas associés spécifiquement à des atteintes cardiologiques,
mais qui sont des facteurs favorisants à certaines atteintes cardiologiques rares. Donc on peut être amené à voir ces patients, soit parce qu'on a détecté une cardiopathie congénitale, notamment en anténatale, et qu'en recherchant une atteinte génétique, on a mis en évidence ce type de mutation, soit parce qu'on a une atteinte cardiologique inhabituelle qui peut être associée, notamment les atteintes des veines pulmonaires, à ce syndrome. Voilà, et il y en a peut-être un que j'ai pas... Oui, le syndrome de Barth. Syndrome de Barth, c'est aussi une pathologie rare. On avait fait une étude en France, il y avait 40 cas français seulement. C'est une atteinte potentiellement très grave, mais qui peut s'exprimer soit d'une façon assez modérée, une atteinte du muscle cardiaque modérée, qui finalement ne permet pas d'avoir de conséquences, enfin qui ne donne pas d'atteinte cardiologique sévère, soit une atteinte beaucoup plus sévère, précoce, chez le petit enfant. Et jusque-là, on était complètement démunis. Et c'est dans ce cas, je vous ai dit qu'il y a des nouveaux traitements qui arrivent et qui, dans certains cas, dans certaines situations, peuvent permettre d'être utilisés, qui sont lourds quand même à utiliser, hein, parce que c'est par des perfusions sous-cutanées, prolongées, on ne sait pas combien de temps il faudra les poursuivre, qui peuvent permettre de se sortir de situations où l'atteinte cardiaque est trop sévère pour espérer d'autres procédures ou d'autres traitements qui sont plus faciles à utiliser, dont on a plus l'habitude, y compris la transplantation cardiaque, quand l'enfant dépasse l'âge de 1 an. D'accord. Mais vous dites 40, c'est vraiment très peu. Vers quel âge vous les diagnostiquez en fin de compte? Là, c'est très variable, hein, ça dépend. Il y a une situation où c'est très précoce, y compris néonatale, ou dans les premiers mois de vie, quand l'atteinte myocardique est sévère. Et dans d'autres cas, on fait le diagnostic parce qu'il y a une autre atteinte, notamment au niveau des globules blancs, des neutrophiles qui sont trop bas, et donc on va rechercher une atteinte cardiaque associée et qui ne s'exprime pas nécessairement. Donc ça peut être au bout de quelques années seulement, parce que l'atteinte cardiaque n'est pas sévère. Docteur, quelle est l'importance de travailler avec les familles pour faire avancer la recherche? Je crois que c'est important de travailler avec les familles et les associations de familles, parce que souvent, nous, on a un aspect très médical de traiter à partir de données, par exemple en cardiologie, à partir de données d'échographie ou d'imagerie ou de cathétérisme, de nouveaux traitements, etc. Mais il y a des questions dont on a moins conscience et qui pourtant sont importantes dans la prise en charge des patients. Donc par exemple à travers deux exemples. Pour les cardiopathies congénitales, on a fait beaucoup de progrès dans la prise en charge des pathologies avec une espérance de vie qui est très bonne et la majorité des patients qui arrivent à l'âge adulte. Mais les associations de famille nous ont alertés sur le fait que quand ils arrivent à l'école primaire, les enfants ont des difficultés de concentration, ont des difficultés d'acquisition et ont des difficultés, mais aussi dans la vie familiale, ce qu'on appelle des problèmes de neurodéveloppement. Ces problèmes n'étaient pas connus il y a quelques années, on ne s'en occupait pas, on ne les prenait pas en compte ou prendre en charge. Et l'association nous a demandé de travailler dessus, y compris en prévenant les familles, dès l'anténatal, qu'il y avait ce risque potentiel-là, qui aurait besoin de le prendre en charge et s'en occuper. Et depuis, il y a une meilleure information des familles, mais aussi il y a de la recherche qui a été faite pour voir comment améliorer cet aspect-là qui gêne les jeunes dans leur scolarité et dans leur vie familiale. Le deuxième exemple, c'est par rapport à l'activité physique. Dans la pathologie dont je m'occupe, avec le centre de référence Marfan, les familles nous ont dit très bien, vous avez fait beaucoup de progrès dans la prise en charge des patients. Quand on fait le diagnostic,
on donne des traitements spécifiques, on opère l'enfant ou l'adulte si l'aorte est trop dilatée, finalement, on a une espérance de vie qui est proche de la normale. Très bien, sauf que nos jeunes, ils sont toujours fatigués. Ils se plaignent de fatigue. Et comment vous pouvez prendre en charge ça? Comment vous l'expliquez? Et donc, à partir de là, on a fait des études sur la qualité de vie des patients et on a confirmé qu'il y avait une altération de la qualité de vie de ces patients Marfan en relation avec cette fatigue chronique. Et on a cherché à comprendre pourquoi la moitié des patients avaient eu des épreuves d'effort cardio-respiratoires et on a démontré scientifiquement, avec une étude de recherche publiée, que la qualité de vie était reliée à l'activité physique des patients, à leur conditionnement à l'effort. À partir de là, on a mis en place des protocoles de recherche, de réentraînement à l'effort, et on a montré qu'on améliorait les performances cardio-respiratoires à l'effort des patients, mais aussi leur qualité de vie. C'est-à-dire que les patients ils retrouvent une qualité de vie proche de la normale. Et donc ce qui est intéressant, c'est que à partir de cette étude-là, des chercheurs qui travaillent chez la souris, pour une autre pathologie rare qui est le syndrome de Williams, nous ont alertés, c'est pas plus tard que la semaine dernière, nous disant super, nous le patient avec syndrome de Williams, ils sont aussi fatigués et ils ont différentes raisons d'être fatigués. Ils ont une cardiopathie congénitale, ils ont le cœur qui est trop rapide avec un problème de variabilité sinusale, ils sont hypertendus, ils ont des problèmes vasculaires, ils ont des troubles du sommeil, ils ont des troubles de concentration et on aimerait mettre un protocole d'activité physique chez la souris pour déjà voir chez l'animal si c'est bénéfique. Et donc, à partir de notre expérience dans une autre pathologie rare, ils vont tester chez la souris le bénéfice de l'activité physique en espérant démontrer l'intérêt d'une étude chez le jeune ou chez l'adulte avec syndrome de Williams de l'activité physique pour montrer sur les différents paramètres dont j'ai parlé, le sommeil, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les pathologies cardiaques, et on est convaincu que c'est probablement bénéfique, que ça peut être un traitement qui peut être aussi efficace que des traitements médicamenteux dans ces pathologies-là, en tout cas améliorer leurs conditions à différents niveaux. Donc, je pense que, vous voyez, il y a une interaction entre ce que nous disent les familles, les associations de familles, et ce qu'on peut faire en termes de recherche clinique pour les patients, pour une pathologie donnée ou pour d'autres pathologies données. C'est-à-dire que tout ce avec la plateforme Maladies Rares, on a eu comme thématique en 2025 l'activité physique, parce qu'on est convaincu que ça peut être bénéfique dans beaucoup de pathologies où on a limité, nous les médecins, l'activité physique par crainte que ça soit dangereux pour les patients, et on s'aperçoit que si on l'adapte bien pour les patients, ça peut être au contraire bénéfice pour leur qualité de vie, même si parfois on n'a pas de traitement spécifique dans des maladies orphelines. En tout cas, merci pour ce rapport récent. Nous sommes les premiers à en bénéficier. Nous continuerons à travailler avec vous. C'est un grand plaisir. Docteur, donc vous êtes pédiatre. Comment préparez-vous les jeunes à devenir des adultes autonomes avec leur pathologie? Voilà, c'est une question importante parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a parlé de pathologies dont on a fait beaucoup de progrès et dont finalement les jeunes arrivent à l'âge adulte dans de bonnes conditions. Mais même si on arrive dans de bonnes conditions à l'âge adulte, ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser finalement la vigilance par rapport au suivi et à la surveillance. Et nous, par exemple, dans les cardiopathies congénitales, encore une fois, qui sont des pathologies pour lesquelles on a des traitements curatifs, on sait qu'à l'âge adulte, on a 30% de patients qui ont des ruptures de parcours, ou qui sont perdus de vue, et donc source de complications, devenues aux urgences sans connaître la pathologie, ou des urgences qui ne sont pas adaptées finalement à la prise en charge d'une pathologie rare, et donc avec des pertes de chance. Et donc, on est convaincu, et moi je suis convaincu, et depuis déjà une dizaine d'années, j'organise des journées d'éducation thérapeutique pour la transition, pour ces pathologies-là, c'est-à-dire qu'on rassemble des jeunes avec maladies rares pour les accompagner, pour qu'ils connaissent mieux leur affection, donc améliorer leurs connaissances, leurs compétences, mais aussi échanger entre eux, échanger avec des pairs, échanger avec des professionnels, infirmières, psychologues, éducatrices en activité physique adaptée, assistantes sociales, mais aussi patients partenaires, associations de famille, donc c'est le rôle aussi des associations,
pour finalement être mieux armés pour arriver à l'âge adulte. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui à Toulouse, qu'on est en train de mettre en place, de construire, c'est un espace transition dédié aux maladies rares, c'est-à-dire un espace d'échange, de rencontre entre pairs, mais aussi un espace de soins où il y aura des consultations mixtes avec un pédiatre et un médecin adulte pour permettre la transition et pour améliorer le passage de l'enfance à la vie adulte, mais aussi trouver toutes les ressources pour faire des ateliers en distanciel ou en présentiel d'éducation thérapeutique sur des sujets qui concernent les jeunes. Qu'est-ce qui concerne les jeunes? C'est leurs droits sociaux, c'est la sexualité, c'est la grossesse, c'est la contraception, c'est l'image de soi, l'image corporelle. Tous ces sujets-là, ils sont communs à toutes les maladies rares et donc on peut trouver, faire des ateliers transversaux qui concernent toutes les pathologies-là, référencées ou non référencées. On n'a pas des centres de référence pour toutes les pathologies rares, mais c'est ce qu'on cherche à faire avec un espace dédié qui sera un lieu de soins, encore une fois, parce qu'il y aura des consultations dédiées, mais aussi un lieu d'échange, un lieu où on va faire de l'éducation thérapeutique pour les patients, et donc qui permettra finalement d'aider, d'accompagner les jeunes de façon personnalisée à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans. Et donc les jeunes vont être suivis, ils ne vont pas être à l'abandon comme ça en arrivant à l'âge adulte avec simplement le médecin adulte. Ça existe déjà dans certaines villes et donc on va se servir de l'expérience de ce qui s'est fait à Necker, à Bordeaux, à Marseille pour construire notre espace, et ça sera une co-construction avec les familles, avec les associations de famille, ce partenariat qui est aujourd'hui indispensable quand on construit ce type de projet. Je vous remercie bien parce que c'est vraiment la question qui revient souvent, le passage de l'âge de l'enfant à l'âge adulte et sa prise en charge. Elle est difficile effectivement aussi pour les professionnels. Oui. Donc nous, j'ai dit, on s'occupe de ça, mais il y a des professionnels qui ont des difficultés à le faire. Et je pense que c'est vraiment une solution, cet espace, pour ce sujet. Bravo, félicitations, docteur. La dernière question, vous avez des congrès, des conférences. Vous pouvez peut-être nous inviter, nous donner vos dates. Alors nous, on a différentes dates. Effectivement, on a à la fois au niveau régional, on a je crois que c'est le 25 juin, on a des rencontres occitanes de cardiologie pédiatrique congénitale qui ont lieu à Palavas, à Montpellier, parce que c'est occitan, donc c'est tantôt près de Montpellier, tantôt à Toulouse. On a aussi des rencontres professionnelles. Alors là, les patients ne sont pas toujours invités directement. Les rencontres cardiogènes qui ont lieu à Toulouse, qui concernent toutes les pathologies cardiaques rares, troubles du rythme, cardiopathie et cardiopathie congénitale qui ont lieu les 2 et 3 avril prochains à Toulouse. Et après, on a des journées aussi de la filiale de cardiologie pédiatrique congénitale. Les prochaines auront lieu en septembre à Nantes. Et il y a des sessions qui sont ouvertes aussi aux associations de familles. Voilà, il y a différentes étapes au niveau national ou international alors, l'ouverture pour les patients, il y a les journées européennes de cardiologie pédiatrique, les journées européennes de cardiologie, pardon, ça a lieu en janvier, donc les prochaines seront en janvier 2027. Souvent, les associations peuvent avoir des stands spécifiques et donc participer à ce congrès. De plus en plus, effectivement, ces congrès sont ouverts aux associations de famille. Et c'est une bonne chose. Pour ces précisions, nous sommes dans le mois des maladies orphelines. Donc, on se donne rendez-vous au Forum des maladies orphelines à Purpan jeudi. Mais le 10 novembre, docteur, vous n'avez pas parlé du mois de novembre. L'association Le Rosier Blanc monte son premier forum et sa première conférence médicale à Caussade, à l'espace Bonaïs. Je voulais savoir si vous vouliez bien faire partie de cette conférence pour pouvoir informer nos Caussadais, nos adhérents, les professionnels avec votre témoignage. Dans la mesure du possible, oui, j'espère pouvoir y participer. J'étais pour Alliance Maladies Rares que j'étais disponible
je crois, le 10 avril à Carcassonne pour une journée régionale, mais j'espère que le 10 novembre, je serai disponible à Caussade, où j'ai eu quelques patients à Caussade pour différentes maladies rares. Donc j'espère être disponible ce jour-là, oui. On va commencer à travailler ensemble. Je vous offre notre magazine de l'année. Nous avons 2 chargés de communication très pros qui ont relaté tous les faits de l'année, les événements, les rencontres. Ils commencent déjà à travailler sur celui de 2026. Donc je vais vous l'offrir pour pouvoir le mettre dans votre service. Je vous remercie énormément pour cette interview, pour toutes ces réponses. Merci pour tout ce que vous faites et c'est important de travailler avec des acteurs comme vous qui représentez les familles parce que c'est valorisant pour nous, c'est une motivation pour nous pour progresser, pour avoir des objectifs dans nos carrières qui sont longues et qui sont parfois trop techniques, pas assez ouvertes vers la ville, vers les patients. Merci beaucoup, docteur. De rien. Merci à tous. Au prochain reportage. Au revoir. Au revoir.